Bonjour tout le monde, bienvenue. Mais juste, on comptait vous faire une petite introduction, de savoir un peu qui vous avez en face de vous. Alors, moi, je suis la coordinatrice du réseau Archipel. Je vais vous en dire un petit mot. Et donc, le réseau Archipel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réseau intersectoriel en santé mentale qui, en fait, depuis 2015, a mis en application la nouvelle politique en santé mentale pour les jeunes de 0 à 23 ans dans le Brabant wallon. Alors, on dit que c'est un réseau intersectoriel en santé mentale, mais ça veut dire qu'en fait, on agit sur différentes thématiques qui touchent la santé mentale des jeunes au niveau de la prévention, de la promotion, des soins et de l'accompagnement avec différents partenaires, en fait. Intersectoriel, ça veut dire qu'il y a différents secteurs de personnes qui se retrouvent, des secteurs de la société civile, du social santé et évidemment des soins spécialisés au niveau de la santé mentale. Et donc, au niveau de la thématique sur le décrochage et l'accrochage scolaire, on travaille notamment avec des partenaires comme le Centre local de promotion à la santé et la plateforme enseignement et aide à la jeunesse. Il y a aussi le conseil de prévention, mais qui n'est pas là, je pense, ce soir. En tout cas, il y a des partenaires du conseil de prévention qui sont présents. Et donc, pour ce webinaire, je vais passer la parole à Stéphanie Lisin qui va nous donner un petit mot quand même sur ce que c'est que le Centre local de promotion à la santé et Noé Peters qui va nous donner quelques indications sur ce que c'est que la plateforme enseignement et aide à la jeunesse. Voilà, Stéphanie. Oui, donc je sais que vous êtes relativement pressé, donc je vais aller assez vite. Donc, le Centre local de promotion de la santé, ou CLPS, c'est une structure qui est soutenue par la région wallonne et on va dire que notre mission principale, c'est soutenir les professionnels. Nous, pour le territoire du Brabant wallon, il y en a d'autres dans d'autres provinces, d'autres arrondissements judiciaires, qui veulent mener des projets sur tout ce qui est santé, mais vraiment au sens large, donc aussi la qualité de vie et le bien-être. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il y a déjà des personnes qui nous connaissent. Ça nous arrive aussi de soutenir les professionnels qui travaillent avec les jeunes, et notamment dans le milieu scolaire, PMS, PSE, enseignants, pour développer des projets qui vont justement peut-être travailler. D'ailleurs, on a pas mal de demandes pour le moment sur la question de comment accrocher les jeunes à l'heure actuelle. Noé. Donc, moi, je m'appelle Noé Peters, donc je suis facilitateur dans le cadre du décret intersectoriel enseignement et aide à la jeunesse, donc qui date de 2013 et qui a prévu, enfin plutôt a mis en place tout un dispositif de concertation entre l'enseignement et l'aide à la jeunesse. Ça va du global jusqu'au local au sein même des écoles. Si d'autres veulent en savoir plus, vous pouvez me contacter après. Et donc ici, nous parlons de la plateforme du Brabant wallon, donc une plateforme qui a 10 zones, on va dire, au niveau intermédiaire, dont celle du Brabant wallon, qui réunit des représentants de l'aide à la jeunesse et donc du conseil de prévention, des AMO, SAJ, SPJ, etc., ainsi que les écoles, donc secondaires, primaires, spécialisées, de tous les réseaux, les PMS, les PSE, médiateurs scolaires, etc. L'idée, c'est vraiment donc de ce décret-là, c'est de mettre en collaboration, en concertation les acteurs des deux terrains pour pouvoir mettre plus d'huile dans les rouages, faire en sorte que tout ce qui existe dans les deux secteurs puisse mieux fonctionner ensemble et qu'on puisse alors aussi, dans des cas comme ici, lancer des nouveaux projets. Donc voilà. Super, merci Noé. Alors, donc, pourquoi ce webinaire aujourd'hui sur la santé mentale des jeunes? Eh bien, on pense évidemment que face à la crise sanitaire, justement à un moment où les jeunes dans leur construction identitaire ont le plus besoin de se tourner vers les groupes de pairs et d'activités collectives, donc dans leur processus notamment adolescentaire, eh bien, ils se retrouvent confinés en lycée, parfois bloqués dans leur passage adolescentaire, et ça se témoigne parfois par des répercussions sur leur santé mentale. Alors pour commencer ce cycle de webinaires, parce qu'il va donc y avoir plusieurs webinaires qui vont être organisés dans le cadre de l'accrochage et le décrochage scolaire. Le prochain aura lieu normalement le 5 mai. Et donc c'est notamment pour ça qu'on fait ces petits sondages tout au long de ce webinaire. Eh bien, nous, on a décidé d'inviter le docteur Sophie Maas, dont vous avez peut-être entendu certains interviews, lu certains articles, puisque ça fait maintenant en fait quelques mois que Sophie interpelle les autorités sur ce qui se passe au niveau de la santé mentale pour les jeunes. Alors, le docteur Sophie Maas est pédopsychiatre, systémicienne et chef de service de l'unité pour adolescents au centre hospitalier Le Domaine.
Voilà, je te passe la parole, Sophie. Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Ça me permet effectivement de continuer à essayer de réfléchir de manière collective à la situation actuelle et de pouvoir essayer de développer des projets. Et vous allez vite comprendre les raisons de ce propos. J'ai commencé à m'activer en fait fin du mois de janvier parce que tout à coup, au sein de la pédopsychiatrie hospitalière, en 2021, en janvier 2021, il y a un véritable tsunami de demandes qui nous sont arrivées. Est-ce que tsunami est un mot trop fort? Est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer, de dramatiser la situation? Je peux en tout cas vous dire que au domaine, attendez, je change l'affichage, sinon ça me déroute. Voilà, je peux en tout cas vous dire qu'au domaine, nous avons une unité de 15 lits qui hospitalise les jeunes, en général sur une durée d'hospitalisation de 2 mois. Quand un jeune nous arrive qu'il est suicidaire, il est évidemment illusoire d'imaginer qu'en 2 semaines de temps, on va pouvoir faire disparaître d'un coup de baguette magique des idées suicidaires. Le temps psychique, le temps du soin psychique est un temps qui est long et qui nécessite une prise en charge relativement intensive. Et il s'agit de construire un lien avec le jeune et au travers de ce lien, de pouvoir travailler les enjeux avec lui, avec sa famille, avec l'entourage et progressivement préparer ce jeune à retrouver sa place en famille, à l'école, préparer la sortie. Et 2 mois de temps, ce n'est pas trop peu que pour pouvoir les accompagner. 15 lits, ça signifie que nous avons en moyenne 5 jeunes qui rentrent et 5 jeunes qui sortent par mois de notre unité d'hospitalisation. Alors, au mois de janvier 2021, nous assistons à une terrible augmentation des demandes. Nous avons 80 demandes d'hospitalisation. Pour le mois, nous avons 5 places. Il est très clair que nous ne saurons pas répondre à cette demande et nous aurons fin janvier une liste d'attente qui sera totalement complète pour les 3 mois à venir. Nous devrons réorienter la plupart de ces demandes vers des systèmes de soins ambulatoires. Alors, fort heureusement, le gouvernement s'était rendu compte qu'il y avait effectivement un risque de décompensation psychosociale après les effets somatiques de la pandémie. Il avait renforcé les systèmes de consultation, notamment dans les services de santé mentale, en faisant des engagements spéciaux Covid de psychologues jusque fin juin. Ça nous a permis effectivement de réorienter une partie de ces jeunes pour lesquels il y avait une nécessité de soins hospitaliers. Ce n'est pas l'idéal, évidemment, de proposer de la consultation plutôt que du soin hospitalier quand c'est nécessaire, mais c'était déjà ça, c'est mieux que rien. Malheureusement, vous vous rendez bien compte qu'avec une telle demande, très rapidement, malgré l'augmentation des équipes, les consultations pédopsychiatriques ont été extrêmement vite remplies également. Et donc, fin janvier, nous continuions à avoir des demandes, bien entendu, mais nous ne pouvions plus les orienter ni en hospitalisation, ni en liste d'attente, ni en consultation. Depuis fin janvier, nous n'avons plus rien à proposer aux jeunes pour lesquels on nous demande une hospitalisation ou des soins pédopsychiatriques, quels qu'ils soient. Donc, nous sommes depuis fin janvier dans un système de saturation complète des soins en santé mentale. Et on en parle peu à l'époque dans la presse. Et c'est pour ça que toute une série de pédopsychiatres se sont mis à alerter, à écrire des cartes blanches, puisque nous avions peu d'interlocuteurs disponibles. Seuls les pédiatres parlaient un petit peu au nom des jeunes et essayaient de soutenir le maintien des ouvertures d'écoles, mais encore fallait-il parler de la nécessité, effectivement, des raisons pour lesquelles il s'agissait de maintenir ces écoles ouvertes. Et ce n'était pas précisé à l'époque. Ce ne l'est pas encore aujourd'hui. Quand on a un discours politique qui insiste sur la nécessité de maintenir les écoles ouvertes, la plupart du temps, on en conclut qu'il est nécessaire de maintenir les apprentissages. Bien sûr, les apprentissages sont importants, mais le lien social est important aussi pour les jeunes. Et quand les pédiatres ont insisté sur la nécessité de maintenir
maintenir les écoles ouvertes, c'était dans l'optique effectivement du maintien du lien social. Par la suite, au mois de février, nous avons eu encore 45 demandes qui se sont rajoutées aux 80 précédentes. Pas de réponse possible. Au mois de mars, nous en avons eu 35. Pas de réponse possible. À l'heure actuelle, au mois d'avril, nous avons une diminution des demandes. On peut un petit peu souffler. Alors, à quoi c'est dû? Eh bien, traditionnellement, dans les soins pédopsychiatriques, ce à quoi on assiste, c'est une augmentation des demandes qui est proportionnelle au rythme scolaire. Traditionnellement, nous avons des unités qui sont vides au début du mois de septembre, en début d'année académique. Tous les jeunes qui ont été hospitalisés pendant l'été, eh bien, en tant que pédopsychiatre, nous savons combien l'école est une réalité importante pour les jeunes et nous tentons de réinsérer les jeunes au sein des établissements scolaires au 1er septembre. Et donc, toutes les unités pédopsychiatriques se vident en général. Les demandes réapparaissent durant le mois de septembre, octobre, parce qu'on a les premières phobies scolaires qui sont là. Et puis, on a de nouveau, effectivement, des jeunes qui se présentent parce qu'ils ont des facteurs qui interviennent sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan contextuel, dans leur histoire de vie, qui font qu'à un certain moment, effectivement, il y a une décompensation et une nécessité de soins hospitaliers. Nous connaissons ça bien. Progressivement, les unités se remplissent avec un début de liste d'attente qui apparaît au mois de décembre. Heureusement, nous avons les vacances scolaires du mois de décembre, petite diminution dans les demandes, ça nous permet de répondre effectivement aux attentes. Mais malheureusement, quand on arrive au mois de janvier, février, les unités sont pleines. Les listes d'attente commencent à être quand même drôlement saturées. Or, c'est à ce moment-là que traditionnellement, nous rentrons dans les périodes de saturation, en fait, traditionnelles, chroniques, structurelles, chaque année, des unités d'hospitalisation pédopsychiatrique. Et ce sont les mois de mars, avril et mai qui rencontrent en général le plus de demandes d'hospitalisation. Alors, imaginez que les jeunes vont aller mieux parce qu'on est au début au printemps, que l'été va arriver, que le beau temps, le soleil, etc., va leur remonter le moral. Moi, j'y crois pas, parce que jamais ce n'est comme ça. Systématiquement, chaque année, traditionnellement, c'est durant les mois de mars, avril et mai que nous avons le plus de demandes. Or, on y est au mois d'avril. On va bientôt être au mois de mai. Et donc, nous attendons évidemment qu'après cette petite diminution vraisemblablement liée aux vacances scolaires qui ont été prolongées sur le mois d'avril, les demandes remontent de nouveau. Et pourquoi est-ce que les demandes pourraient remonter alors qu'elles s'éteignent et disparaissent durant les mois de juillet-août? Mais c'est parce que quand un jeune rencontre des difficultés sur le plan individuel, familial, le contexte de vie, et que viennent s'ajouter à ça le stress scolaire de la fin d'année et des examens, eh bien, ce sont des gouttes d'eau supplémentaires qui peuvent effectivement venir remplir un vase bien plein et provoquer une augmentation des décompensations à ce moment-là. Alors, vous voyez à quoi je veux en venir, bien entendu. Nous sommes actuellement dans une situation de complète saturation des soins de santé mentale, tant hospitaliers qu'ambulatoires. Nous sommes dans une situation que le gouvernement a essayé d'éviter avec les soins intensifs, quitte à fermer des magasins, mettre l'économie entre parenthèses, mettre notre vie sociale entre parenthèses pour essayer de préserver des soins intensifs qui sont peu nombreux. Les places disponibles en Belgique sont environ effectivement de 900. On est un petit peu à saturation du système. Si on ne veut pas en tout cas consacrer tous les lits de soins intensifs aux soins des patients Covid. 900 places. Eh bien, en Belgique, pour les soins pédopsychiatriques, nous en avons moins encore. Nous avons environ 650 places d'hospitalisation en pédopsychiatrie. Et multiplier les places en pédopsychiatrie, c'est tout aussi difficile que de multiplier les places en soins intensifs. On s'est demandé pourquoi on n'allait pas augmenter les soins intensifs pour pouvoir faire face justement à cette augmentation de demandes en soins somatiques, mais parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas tellement en termes d'appareillage, c'est en termes de formation des équipes soignantes. Ce sont des soins qui sont extrêmement spécifiques et on ne sait pas soigner, on ne sait pas former un médecin, un infirmier
en 2-3 mois de temps pour lui permettre effectivement de prendre les soins en soins intensifs en charge. Eh bien, en pédopsychiatrie, c'est la même chose. Il est illusoire d'imaginer que nous allons pouvoir multiplier les places d'hospitalisation en pédopsychiatrie en quelques semaines ou quelques mois de temps. Il y a une pénurie aussi dans ce secteur. Il y a une pénurie de pédopsychiatres, elle est bien connue. Il y a une pénurie d'infirmiers psychiatriques également. Au domaine, ça fait 1 an que nous cherchons une infirmière psychiatrique à engager. 1 an que nous cherchons. Et la place n'est toujours pas rencontrée. Donc, n'imaginez pas que nous allons pouvoir effectivement multiplier les prises en charge. Et ça veut dire que malheureusement, si les demandes continuent à parvenir dans les soins de santé mentale, eh bien, nous ne pourrons pas y faire face. Il va falloir très rapidement trouver d'autres systèmes pour répondre à la souffrance de ces jeunes. Il va falloir très rapidement essayer de développer une politique de prévention pour éviter que d'autres jeunes encore arrivent à avoir besoin de soins. Et c'est d'autant plus important que les jeunes qui nous arrivent à l'heure actuelle présentent des situations qui sont inquiétantes. Habituellement, quand on appelle le service pour demander une hospitalisation, la plupart du temps, jusqu'à présent, c'était surtout les familles qui téléphonaient et qui téléphonaient, par exemple, parce qu'ils étaient inquiets face à un jeune qui avait des idées suicidaires. Et je comprends. À l'heure actuelle, ce sont des personnes du secteur de soins de santé qui nous téléphonent. Des médecins généralistes, des psychologues, des pédopsychiatres. L'évaluation de la nécessité d'hospitalisation a été faite de manière plus poussée que d'habitude. Pour des jeunes qui présentent des situations cliniques plus graves que ce que nous rencontrons d'habitude. Ce ne sont plus pour des idées suicidaires qu'on nous appelle, c'est pour des passages à l'acte suicidaire. Et parfois jusqu'à une multiplication de passages à l'acte. On m'a téléphoné encore il y a 15 jours pour un jeune qui avait déjà tenté par 5 fois de se suicider. Je n'ai rien à lui proposer. On m'a téléphoné pour une jeune fille qui avait tenté une défenestration. Elle a à peine 13 ans. Je n'ai rien à lui proposer. On parle beaucoup de troubles alimentaires. Vous avez peut-être vu ça dans la presse. Ce ne sont pas des jeunes qui arrêtent de manger pour maigrir et correspondre à des critères de beauté comme on rencontre de manière traditionnelle. Ce sont des jeunes qui arrêtent de manger sans savoir pourquoi. Ils ont perdu le goût de vivre, ils sont en difficulté d'élaboration, ils ont des difficultés à dire ce qui se passe pour eux. Et ce sont des arrêts brutaux au niveau alimentaire qui sont parfois accompagnés d'un arrêt d'hydratation. Je vous rappelle qu'on meurt en 3 jours quand on arrête de boire. Ce sont des situations que nous n'avions jamais rencontrées jusqu'à présent. Donc, ce sont essentiellement des troubles anxieux, graves, des troubles dépressifs, massifs, avec des risques de passage à l'acte et des passages à l'acte suicidaire, des troubles alimentaires importants. Et nous avons aussi, même si ce n'est pas la majorité des situations, nous avons aussi des jeunes qui arrivaient à se maintenir malgré leur fragilité jusqu'à présent et qui font des décompensations dans la lignée psychotique maintenant aussi qui se présentent à nous. Nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent en psychiatrie alors qu'ils n'avaient aucun antécédent, aucune difficulté notable par le passé. Nous avons des jeunes qui vivent dans de bons milieux, qui sont scolarisés habituellement et qui sont bons élèves dans des écoles de qualité et qui présentent des phobies scolaires massives. Donc, toute population peut être touchée, ce ne sont pas que les jeunes qui sont en situation de précarité. Et c'est pour ça que je pense que le webinaire ici, destiné à la population du Brabant wallon, a tout son sens, parce qu'effectivement, ce sont aussi des jeunes qui vivent dans des milieux relativement favorisés, qui arrivent à nos consultations. Alors, je vous ai dit, traditionnellement, il y a bien entendu des facteurs individuels, des facteurs familiaux, des facteurs contextuels qui jouent, des histoires familiales, d'anciens traumas. Mais tous ces jeunes qui arrivaient à se maintenir à l'équilibre comme nous avons aussi tous nos fragilités, nous avons tous vécu des situations difficiles par moments et nous arrivons effectivement à tenir parce qu'il y a un équilibre qui se fait entre les difficultés que nous rencontrons d'une part et les ressources que nous pouvons trouver par ailleurs. Eh bien, les ressources sont manquantes à l'heure actuelle.
Et ces ressources, c'était justement la socialisation sur lesquelles les jeunes pouvaient s'appuyer jusqu'à présent. Et vient s'ajouter évidemment comme troisième facteur de décompensation, le stress scolaire. Alors, je vais y revenir. Mais parlons d'abord effectivement de l'impact au niveau des mesures sanitaires. Pourquoi est-ce que ce sont les 13-25 qui sont actuellement le plus impactés? On savait qu'il allait y avoir une décompensation psychosociale après les problèmes plutôt somatiques. On ne savait pas quelle population allait être touchée, on ne savait pas quand ça allait arriver, mais on savait que ça allait arriver. Eh bien maintenant, on sait. C'est arrivé au mois de janvier, c'est parti pour durer, et ça touche particulièrement les 13-25 ans. Alors, pourquoi cette population-là? Eh bien, ce à quoi on assiste actuellement, ce sont des jeunes, comme je vous ai dit, qui sont en grande souffrance, mais qui sont aussi en défaut d'élaboration, qui ne savent pas dire ce qui leur arrive, qui manquent de mots pour penser, qui manquent de mots pour se dire, qui manquent de mots pour se comprendre. Mais habituellement, quand les jeunes sont en difficulté, ils ne s'adressent pas à leurs parents pour en parler. Ça, ce sont les enfants qui font ça. Quand un enfant va mal, il va trouver son papa, il va trouver sa maman, et ce sont ses parents qui l'aident à mettre des mots sur son vécu, à trouver du sens à ce qu'il est en train d'éprouver, et qui peuvent l'accompagner pour trouver des perspectives, des solutions de sortie. Nous, en tant qu'adultes, nous n'avons plus besoin de nos parents pour arriver à faire ça. Nous arrivons avec notre appareil intrapsychique à pouvoir faire ce même exercice, d'avoir effectivement une discussion interne avec nous-mêmes et d'arriver à comprendre ce qui nous arrive, mettre des mots sur notre ressenti, y trouver du sens et des perspectives. Les adolescents n'ont pas encore cette maturité-là, mais ils n'ont plus non plus la possibilité d'aller s'appuyer sur leurs parents de manière aussi aisée, spontanée que lorsqu'ils étaient enfants. Il y a un enjeu édipien que vous connaissez à l'adolescence et un ado ne peut plus aller trouver son parent comme il le fait quand il est enfant. Une jeune fille de 15 ans ne s'assied plus sur les genoux de son père comme elle faisait quand elle avait 5 ans. Donc, il y a une distance qui s'installe. Et donc, les adolescents, comment est-ce qu'ils font pour arriver à élaborer? Eh bien, ils élaborent en groupe. Ils ont tendance à se confier les uns aux autres, à pouvoir mettre des mots sur leurs ressentis les uns avec les autres, à pouvoir se comparer aussi. Et quand un groupe fonctionne bien, il peut avoir un effet particulièrement salutaire. C'est un outil qu'on connaît bien en pédopsychiatrie. Nous utilisons ça, bien sûr. D'ailleurs, les études qui ont été réalisées pour essayer de voir dans quelle mesure ce sont plutôt les entretiens qui aident à l'occasion d'une hospitalisation ou si ce sont les activités, pas du tout. Ce que les adolescents qui ont été hospitalisés racontent, c'est qu'en fait, ce sont les autres jeunes qui les ont le plus aidés. C'est le groupe de jeunes qui les a le plus aidés. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas simplement de rassembler des jeunes et de les laisser se débrouiller seuls. On connaît bien les phénomènes de rejet, de harcèlement, d'humiliation qui peuvent exister dans des dynamiques de groupe quand elles ne fonctionnent pas bien. Mais si vous avez des adultes qui accompagnent ces groupes d'adolescents peuvent être extrêmement salutaires et fournir un outil de résilience qui est assez extraordinaire. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on rencontre à l'heure actuelle dans les services de pédiatrie, par exemple, parce que ces jeunes qui vont mal avec un système complètement saturé se retrouvent pour partie d'entre eux aux urgences des hôpitaux généraux, où on a vraiment du mal à s'autoriser à les renvoyer à domicile quand les idées suicidaires sont massives ou les troubles alimentaires importants. Et donc, certains de ces jeunes se retrouvent dans des services de pédiatrie qui ne sont pas nécessairement outillés sur le plan psychologique ou pédopsychiatrique. Il n'y a pas toujours des psychologues ou des pédopsychiatres présents dans ces services de pédiatrie. Et ce à quoi on assiste, c'est en 15 jours de temps, une diminution très importante de symptômes qui étaient pourtant alarmants au départ, par le simple fait que nous permettons dans les services de pédiatrie à des jeunes de revivre ensemble et de retrouver justement ce ressourcement extrêmement intéressant qu'ils trouvent les uns avec les autres au travers du vivre ensemble. Mais c'est assez dramatique qu'à l'heure actuelle, il faille être hospitalisé pour trouver, en tant qu'adolescent, un groupe de vie qui permet effectivement de retrouver ce plaisir et cette possibilité de réfléchir ensemble. Donc, il s'agit maintenant, très rapidement, puisque de toute façon, pour les prochains adolescents qui iront mal,
il n'y aura aucune possibilité, aucune réponse hospitalière ou ambulatoire de qualité, puisque le système est maintenant saturé. Il y a deux choses à faire. D'une part, c'est arrêter le flot, et donc, c'est développer une politique de prévention ambitieuse, intelligente, et qui tient compte du contexte sanitaire dans lequel nous nous retrouvons encore actuellement. Et d'autre part, essayer éventuellement de développer d'autres outils qui permettent une prise en charge en hébergement, qui permet effectivement à des jeunes de trouver un lieu d'ancrage, un groupe de vie, qui leur permet, pour partie d'entre eux en tout cas, d'aller mieux et de ne pas avoir besoin effectivement de soins ambulatoires ou hospitaliers. Mais comment développer une politique de prévention? Alors déjà, la prévention, la Belgique, elle n'est pas chef là-dedans. On n'a jamais fort investi en Belgique dans les mesures préventives. Et en plus de ça, il s'agit de respecter le fait que je suis en train de dire qu'il est très important que ces jeunes puissent se regrouper, alors que justement, ça leur est interdit, puisqu'on a encore des chiffres épidémiologiques qui sont de piètre qualité. Eh bien, ce qui serait extrêmement intéressant de faire, c'est d'utiliser les lieux où ces jeunes se retrouvent et se trouvent en groupe. Ce sont les écoles, bien sûr. Et c'est d'utiliser les groupes classes pour permettre justement d'utiliser ces groupes qui existent déjà, ces groupes de jeunes qui existent déjà, pour leur permettre justement de développer avec eux de la prévention en santé mentale. Comment? Bien d'une part, en leur permettant de s'exprimer, parce que les jeunes, ils ont une potentialité de résilience qui est encore extrêmement intéressante. Ces jeunes, dès que vous leur donnez un contexte dans lequel ils peuvent éventuellement se déployer, très rapidement, ils peuvent effectivement, pour grande partie d'entre eux, aller mieux. Mais il s'agit de leur permettre d'exprimer leurs émotions. Il s'agit de pouvoir les échanger les uns aux autres. Il y a un contexte particulier à créer et qui doit être encadré par des adultes. Alors, je pense qu'il y a des professeurs qui ont une fibre, il y a des profs qui savent faire ça, qui savent animer effectivement des groupes paroles en classe. Pas tous. Et demander à des écoles de remplir une mission de prévention en santé mentale, ce n'est pas leur job. Et pourtant, c'est le seul endroit où il est possible de faire ça en respectant les mesures sanitaires à l'heure actuelle. Mais vous avez plein de gens qui sont capables d'animer des groupes classes et qui gravitent autour de l'école de manière traditionnelle. Je pense au PMS, je pense aux plannings familiaux, je pense aux éducateurs qui travaillent dans des écoles de devoirs, je pense à des éducateurs qui travaillent en AMO, en maison pour jeunes. Je pense aussi à des artistes qui ont l'habitude de proposer des techniques d'animation de groupe. Ce sont des personnes qui pourraient effectivement venir au sein des écoles rencontrer les groupes classes en respectant les mesures sanitaires, d'une part pour permettre à des groupes de parole de se développer, et d'autre part de permettre à ces jeunes de revivre des situations où ils peuvent retrouver le plaisir d'être à l'école. Le plaisir d'être à l'école a disparu aujourd'hui. Avec les mesures sanitaires qui sont imposées, alors ça dépend bien sûr d'un établissement scolaire à l'autre, vous avez des écoles qui ont essayé d'appliquer ça de manière extrêmement humaine, mais vous savez bien que quand on a peur, parfois on oublie de réfléchir et on applique les procédures de manière bête et méchante, et c'est ce qui se passe dans certains établissements. Vous avez des établissements où les jeunes n'ont plus la possibilité de vivre quoi que ce soit ensemble. Ils doivent arriver à l'école et ils ne peuvent pas traîner ensemble ni avant ni après. Au moment où il s'agit de manger, ils retirent le masque et donc ne peuvent plus se parler. Quand ils descendent en cours de récréation, ils doivent se tenir à 2 mètres de distance les uns des autres. Essayez de dire à votre copine que vous trouvez un mec beau, à 2 mètres de distance et le crier devant tout le monde, impossible quand vous êtes un adolescent, bien sûr. Et donc, ces jeunes n'ont plus accès à aucune intimité entre eux. Ils n'ont plus accès à un espace de parole qui leur permette d'échanger des choses. Il n'y a plus de socialisation possible dans certaines écoles. Il y a une déshumanisation de l'accueil des jeunes dans certaines écoles. Et même si des écoles se montrent bienveillantes, ouvertes, etc., il faut aussi laisser du temps pour que les choses puissent se faire, pour que des activités puissent se recréer, pour que du temps de plaisir leur soit accordé, pour que des espaces de parole puissent se mettre en place. Et un espace de parole n'est jamais miraculeux. Un ne suffit pas, c'est un processus. C'est comme chez le psy, faire un entretien
chez un psy n'a jamais été miraculeux. C'est un processus qu'il s'agit d'inscrire et donc d'organiser effectivement des espaces de parole hebdomadaires qui permettent à ces jeunes de se dire « c'est pas très long, ça dure 1 heure, il ne faut pas plus ». Mais il s'agit de réhumaniser finalement le lien et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser toute la résilience qui est encore possible chez ces jeunes. Je pense qu'il est extrêmement important de modifier le discours que nous avons vis-à-vis d'eux également. Depuis le début de la crise, nous leur disons qu'ils ne sont pas en danger face au Covid, mais qu'ils sont un danger pour les autres. Et ce discours, je peux vous assurer que la majorité de ces jeunes l'a extrêmement bien intégré, à tel point qu'ils sont plus exigeants avec eux-mêmes que les adultes ou leurs parents. À partir du moment où on a annoncé que la bulle de contact devait se limiter à 1 personne par famille, très peu de personnes ont donné la priorité à leurs jeunes, alors que c'était eux qui en avaient le plus besoin. La majorité des familles, parce que je pense que simplement c'est un discours qui a manqué au niveau politique, la plupart des familles ont favorisé effectivement un adulte comme bulle de contact. Et ces jeunes se sont retrouvés seuls pour la plupart. La difficulté à l'adolescence, c'est que les liens d'amitié ne sont pas aussi installés que chez les adultes. Nos amis, si nous ne les voyons pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, nous avons encore la possibilité de réactiver le lien. Nous l'avons tous expérimenté. Nous avons tous expérimenté un ami que nous n'avions plus vu depuis très longtemps. Et quand nous le retrouvons, eh bien, c'est comme si c'était hier. Nous avons développé cette potentialité, cette capacité-là. Les adolescents, le lien à l'adolescence avec les amis est beaucoup plus fragile. On sait que les amours adolescentaires ne durent pas toute la vie. Et c'est la même chose en amitié. Et ces jeunes expérimentent les codes sociaux, le lien à l'autre. Et donc, nombre d'entre eux ont vécu en 1 an de temps des disputes, des jalousies, des ruptures de liens, des ruptures amoureuses. Et dans le contexte actuel, ça leur a été extrêmement difficile de renouveler ça. Je pense aussi à ces jeunes qui ont changé d'école et qui se sont retrouvés totalement isolés au sein un groupe classe auprès duquel ils n'ont pas eu la possibilité de créer un lien en 1 mois de temps. Au mois de septembre. Immédiatement, on a basculé en distanciel. Je pense à ces jeunes qui ont terminé la réto l'année passée, qui se sont retrouvés dans une école supérieure ou à l'université et qui n'avaient plus leur groupe classe, qui n'avaient plus leur groupe d'amis et où ils se sont retrouvés éparpillés dans différentes facultés, différentes orientations. Nous avons, pour nombre d'entre nous, vécu ça. Et nous savons combien il était important en première année de très rapidement, en quelques semaines, se créer un nouveau groupe d'appartenance et de soutien. Ces jeunes en ont manqué. Et c'est pour ça qu'il y a un effet Covid, un effet confinement qui est d'autant plus marqué chez les 13-25 ans. Alors, notre inquiétude à l'heure actuelle en tant que pédopsychiatre, alors que nous n'avons plus grand-chose à proposer à ces jeunes, et tous les jours, j'ai des appels de détresse au sein de l'unité et je ne peux pas proposer grand-chose. Et c'est horrible en tant que médecin de devoir trier. On a essayé d'éviter ça aux médecins somaticiens, pour qu'il n'ait pas à choisir entre quelqu'un qui a 65 ans et une autre personne qui en a 80 quand il s'agissait de réserver un lit en soins intensifs. On trouvait déjà ça horrible. Nous, c'est avec des jeunes qui ont à peine 14-15 ans que nous devons trier. C'est épouvantable. Et c'est pour ça, effectivement, que les pédopsychiatres se mobilisent à l'heure actuelle. C'est notre seule alternative pour arriver à supporter la situation. Alors, nous avons besoin aujourd'hui des établissements scolaires et de tous les intervenants qui peuvent graviter autour de nos jeunes pour essayer de développer et de prendre des initiatives pour soutenir des situations, enfin des moyens de soutenir ces jeunes et d'éviter les décompensations par une politique de prévention ambitieuse au sein des établissements, en dégageant du temps pour que les choses puissent se faire, en ouvrant les portes de l'école aux autres intervenants, de telle sorte qu'il puisse y avoir effectivement de nouveau du plaisir à vivre ensemble, à être à l'école et à pouvoir se dire les uns aux autres et laisser place effectivement à ces émotions. Ce sont des outils qui sont extrêmement performants. Notre inquiétude, c'est que nous arrivons en fin d'année. On est en train de plaider effectivement pour la réouverture en présentiel à 100%. Est-ce que ce sera quelque chose de positif pour les jeunes? Ça dépend de la manière dont les écoles rouvrent. Si les écoles rouvrent avec une charge de travail qui n'est pas adaptée face à la fragilisation psychique que l'on rencontre chez la majorité de nos jeunes, ça risque d'être catastrophique.
Le Conseil supérieur de la santé a fait des études pour voir dans quelle mesure, face à la souffrance psychique que l'on rencontre dans la population générale, le travail pouvait être effectivement quelque chose plutôt porteur de résilience ou plutôt porteur de décompensation. Eh bien, ça dépend de la charge de travail. Si la charge de travail qui est demandée aux travailleurs est adaptée, la reprise du travail peut être effectivement un facteur de résilience. Si la charge de travail qui est demandée est par trop importante, elle provoque une nouvelle décompensation. Nous en tenons compte dans le monde adulte. Nous n'en tenons pas nécessairement compte face à nos adolescents et nos enfants. Ce que nous nous autorisons comme aménagement, nous ne l'autorisons pas aux enfants et aux adolescents. Il y a une prise de conscience à avoir de ce côté-là. Le monde adulte double cette année. Nous avons dû tous postposer nos projets. Ceux qui voulaient se marier ont dû attendre 1 an de plus, si pas plus. Ceux qui voulaient faire le tour du monde, ceux qui voulaient se réorganiser d'un point de vue professionnel, ont dû postposer leurs objectifs. Les entreprises, majoritairement, avaient un chiffre d'affaires à faire. Ils ont dû mettre ça entre parenthèses. Nous nous sommes tous accordés, en tant qu'adultes, dans le monde entier, le droit de doubler. Et nous demandons à nos élèves, à nos professeurs, à nos étudiants, d'offrir la même rentabilité comme si de rien n'était. Et c'est le seul secteur qui est traité de cette manière-là. C'est un déni de réalité qui est extrêmement violent. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des décompensations dans un contexte pareil. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait éventuellement plus tard énormément de violence face à la violence qui est faite, qui nous reviennent en boomerang. Je pense qu'il y a un discours à modifier. Nous devons, en tant qu'adultes, de reconnaître que ce que nous avons demandé à nos jeunes dépassait ce que nous étions en droit d'attendre d'eux. Nous avons des excuses à leur présenter. Nous avons de la bienveillance maintenant à leur proposer. Et il s'agit particulièrement dans l'enseignement d'adapter la charge de travail. Alors, je sais bien que les évaluations sont importantes. Je sais bien qu'il est important de permettre à un jeune de voir où il se situe par rapport aux apprentissages. Je sais bien qu'il est important pour une école d'évaluer où on en est arrivé dans les apprentissages. Je sais bien qu'il est important pour la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, de pouvoir compter sur les outils d'évaluation qui sont les siens. Moi aussi, je fais passer des examens. Je suis médecin. Je fais passer des examens médicaux. J'ai besoin effectivement d'avoir des évaluations qui me permettent d'ajuster un traitement vis-à-vis de mon patient. Mais mes patients, je ne leur annonce pas s'ils ont réussi ou échoué à l'issue de leur examen. Et pourtant, j'ai quelque chose qui est indicatif de la manière de les prendre en charge. Je pense qu'il existe des outils dans le milieu scolaire qui permettent de faire des évaluations sans qu'il y ait de trauma associé à une éventuelle réussite ou échec scolaire. De toute façon, les programmes scolaires ne pourront pas être vus dans leur intégralité. De toute façon, nous avons effectivement le temps dans l'enseignement de pouvoir rattraper les choses la plupart du temps. Et vous allez me dire, oui, mais ceux qui étaient en réto cette année, alors, il n'y a pas une année supplémentaire où on peut rattraper. Je pense que quand on a déjà passé 6 ans à l'école, si on ne sait toujours pas lire, écrire et calculer, c'est qu'il y a un problème et ce n'est pas en dernière année en général qu'on rattrape les choses qu'on n'a pas réussi à voir. Souvent, la réto, c'est pour venir finalement clôturer, valider quelque chose qui a déjà été acquis jusqu'à présent. Je pense vraiment qu'il est important de revoir cette histoire d'organisation d'examens de fin d'année, d'essayer de rattraper le retard. Le temps ne se rattrape pas. C'est impossible. Je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance et de responsabilité à avoir maintenant en tant qu'adulte vis-à-vis de nos jeunes. Et je pense qu'il est important que nous arrêtions d'attendre du gouvernement et d'attendre de nos autorités de nous apporter les solutions. Les solutions, nous devons les trouver ensemble. Il s'agit d'être dans une pensée collective, d'être créatif. Nous sommes dans une situation inhabituelle. Il s'agit de sortir des sentiers battus, de sortir des procédures et d'inventer des outils qui sont à notre disposition. Nous avons le personnel nécessaire, nous avons les potentialités, nous avons les locaux. Il manque juste une volonté et il est important de se donner le temps de le faire. Nous n'avons plus que 2 mois devant nous pour pouvoir rencontrer tous les jeunes de manière collective
et de leur proposer des outils de résilience. Et je pense qu'il est grand temps de mettre ça en place. Je vous remercie. Bien, merci Sophie. Mais écoute, on a eu quelques questions, donc je vais laisser Sarah te poser les questions qui sont arrivées. Et si jamais il y a d'autres personnes qui veulent encore poser des questions, n'hésitez pas, le chat il est prévu pour ça. Voilà. Voilà, j'attends quelques secondes. Voilà, pour éviter l'écho, normalement c'est bon. Donc, on a eu une seule question, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous voulez en poser, on va les lire à haute voix. De Madame Chokolokova, j'espère ne pas écorcher son nom, qui demandait vraiment en début d'intervention par rapport au nombre de lits en soins pédopsychiatriques, combien de demandes il y avait en moyenne avant janvier? Parce que tu avais évoqué le nombre moyen en janvier et puis après, mais du coup avant. Alors, c'était très particulier durant l'année 2020. Au moment où la première vague nous est tombée dessus, nous avons eu énormément de jeunes et de patients qui sont rentrés à la maison pour faire face à cette vague de Covid qui nous arrivait. Tout le monde a réagi de la même manière. Nous étions inquiets, nous ne savions pas à quoi nous avions affaire. Nous nous sommes réfugiés dans nos foyers, auprès de notre famille, auprès de ceux qui nous étaient proches. Nous savions que nous allions devoir être confinés pendant quelques jours, quelques semaines, et puis c'est devenu quelques mois. Mais donc, la majorité des jeunes qui étaient en état de rentrer chez eux, soit parce qu'ils venaient à peine d'arriver à l'hôpital et ils ont fait marche arrière, soit parce qu'ils étaient en fin de séjour et ils ont accéléré la sortie, la majorité des jeunes sont rentrés à domicile. Et par la suite, nous avons eu relativement peu de demandes dans le secteur, au même titre que dans les autres structures, les autres domaines de la santé. Les gens avaient peur d'aller à l'hôpital. Et en plus de ça, il y avait des règles sanitaires qui étaient telles qu'elles avaient, chez nous aussi, déshumanisé complètement la situation. Mais donc, ce qui s'est passé durant les 2 premiers mois est assez épouvantable en milieu pédopsychiatrique parce que nous nous sommes retrouvés avec heureusement peu de jeunes présents. C'est-à-dire que ces jeunes n'avaient plus la possibilité de rentrer le week-end à domicile. Ils ne pouvaient plus recevoir de visites de leur famille. Il n'y avait plus la possibilité d'organiser des entretiens de famille non plus. Il n'y avait plus la possibilité de les accompagner faire un tour à l'extérieur parce que dès qu'il y avait un regroupement de jeunes, c'était signalé à la police. Nous n'avions pas la possibilité de leur proposer des activités en interne parce que nous connaissions mal le virus, je vous le rappelle, et donc il y avait une distanciation, on ne pouvait pas se passer les objets les uns aux autres, avoir des activités sportives ou ludiques, des jeux de rôle, enfin des jeux de société, des choses comme ça à proposer à nos jeunes, ce n'était pas possible non plus. Et donc, nous avons dû nous réinventer, non pas pour être thérapeutiques, mais pour essayer simplement de ne pas être maltraitants pendant 2 mois. Alors, heureusement, par la suite, le déconfinement, les mesures, les masques sont arrivés parce que nous n'avions aucune protection non plus, évidemment, au sein des hôpitaux psychiatriques. Ce sont les derniers à avoir été fournis et nous avons dû nous débrouiller par nous-mêmes pour trouver les matériels de protection, etc. La psychiatrie n'a jamais été fort investie par la Belgique. Il faut savoir que normalement, l'OCDE nous conseille de consacrer 2,5% des moyens mis à disposition des soins de santé et de les dispenser à la psychiatrie. 2,5% de l'ensemble des fonds destinés aux soins de santé. Ce n'est pas énorme, 2,5%. Eh bien, en Belgique, on y consacre 0,36%. Donc, c'est très clair que non seulement les soins de santé ont été désinvestis depuis des années par le gouvernement et par la société de manière générale, et on en voit les conséquences aujourd'hui avec les lits de soins intensifs, mais la psychiatrie, c'est pire encore. Et donc, ces jeunes se sont retrouvés complètement isolés et nous avons pu mesurer effectivement combien un isolement social, combien des mesures sanitaires par trop strictes et trop longues pouvaient être pernicieux effectivement sur la santé mentale. Quand nous avons récupéré la possibilité de permettre à ces jeunes de rentrer le week-end à domicile, de reprendre des entretiens de famille, nous avons récupéré nos outils thérapeutiques. Néanmoins, les gens avaient peur d'être à l'hôpital et nous avons eu peu de demandes au fil de l'année 2020. Les demandes recommençaient à apparaître plutôt au mois de novembre et décembre 2020.
Alors, habituellement, comme je vous ai dit, hein, on a des demandes, de nombre de demandes qui sont assez fluctuantes en fonction de l'année académique. Mais en général, le maximum que nous avons dans les pires moments, c'est une dizaine de demandes d'hospitalisation par mois. Jamais 80. Et actuellement, même si je vous ai dit, on commence à respirer un petit peu en avril parce qu'on n'en a eu que 20 jusqu'à présent, ça reste évidemment bien au-delà de ce que nous pouvons proposer. Donc, nous sommes contraints encore actuellement à trier les patients, malheureusement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je tiens à signaler qu'on a peu de baromètres en matière de santé mentale. Et un des chiffres qui serait intéressant à connaître, puisque en général, on ne se met à bouger que quand il y a des morts. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. On voit bien au JT qu'on a le nombre de morts en soins intensifs au quotidien. Eh bien, le nombre de suicides ne sera connu que dans 3 ans. Nous n'aurons les chiffres que dans 3 ans. Nous avons interpellé le gouvernement par rapport à ça. Ils veulent des chiffres, ils veulent un baromètre. C'est un baromètre qui serait extrêmement important à connaître. Pas moyen de les obtenir. Et ce n'est pas chez les médecins que ça se passe. Les suicides, ils se déroulent à domicile. Ils sont connus par la police. Ils sont connus par les médecins légistes. Il n'y a pas moyen de les obtenir plus rapidement. Sophie? Oui? Donc, en fait, on continue dans le chat et il y a déjà des gens qui répondent en même temps. Donc voilà, mais peut-être que tu as d'autres idées. Donc, il y a une question qui est posée en demandant, mais tiens, est-ce que vous avez des connaissances ou une connaissance, en tout cas, d'initiatives déjà mises en place dans les groupes classes au sein des écoles? Et si oui, quels sont les résultats? Et donc, il y a déjà quelqu'un qui répond, en tout cas une directrice d'école qu'on connaît bien dans le réseau, qui dit que par exemple au lycée Martin V, ils ont créé un organisme qui s'appelle le phare, avec les moyens supplémentaires, parce qu'il faut dire aussi que tous les secteurs ont reçu quand même des moyens supplémentaires. Et donc, il y a des moments cosy qui ont été créés, et ce sont des groupes de parole ouverts à tous les élèves. Donc ça, c'est intéressant, en tout cas, ce que Bérangère nous donne comme indication là maintenant. Et tu as peut-être d'autres choses que tu as envie de partager ou que tu as entendu, d'initiatives qui sont prises au sein des écoles? Alors, je ne suis pas du milieu de l'enseignement, donc je n'ai effectivement pas énormément de renseignements, malheureusement, à vous proposer à ce propos, mais j'ai entendu effectivement parler d'initiatives qui étaient vraiment très, très chouettes, d'autant plus chouettes qu'elles venaient s'inscrire dans le rythme et redonner un petit peu des repères temporels aux jeunes. Parce qu'à l'heure actuelle, avec le Covid, avec le confinement, on ne fête plus les anniversaires, on ne fête pas les fêtes de fin d'année, tout ce qui venait finalement ponctuer le temps et nous permettait de sentir que ce temps s'écoule, ont disparu. Et donc, non seulement nous sommes en perte de repères, en perte de contacts sociaux, mais en plus de ça, nous avons le sentiment de vivre dans un temps figé et que les choses n'avancent pas et ça participe évidemment à la désespérance. Alors, il y a des écoles qui ont, par exemple, organisé, avant les vacances de Pâques, un carnaval à l'école, en permettant à des jeunes de présenter des spectacles et en maintenant les distanciations sociales et toutes les mesures sanitaires nécessaires, bien entendu, et des spectacles masqués, etc. Enfin, voilà, il y avait une participation des jeunes qui était requise et quelque chose qui venait s'inscrire dans un rythme sociétal et rappeler effectivement qu'on était à la période de carnaval. Les professeurs ont participé, ils étaient aussi bien déguisés, costumés que les élèves. Il y a une école qui a organisé une chasse aux œufs aussi au sein de l'établissement. Voilà, petit clin d'œil effectivement aux vacances de Pâques. Je pense que proposer des activités ludiques, mais qui sont en lien avec la temporalité, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je ne pense pas qu'il l'ait fait dans cette perspective-là, mais je trouvais que c'était très chouette. Et ce que les fédérations, les associations d'élèves viennent nous signaler également, c'est que ce qui les touche plus particulièrement, ce sont les initiatives que les professeurs prennent à leur demander comment ils vont. De prendre 5-10 minutes en début de cours pour qu'ils puissent se donner effectivement des nouvelles et dire comment ils vivent la situation. Une attention, une bienveillance et une écoute, c'est quelque chose qui est
qui est extrêmement ressourçant. En tout cas, ce sont les élèves eux-mêmes qui spontanément en parlent. Et donc, je pense effectivement qu'il y a énormément d'initiatives qui ont été prises par pas mal d'écoles. Ça vaudrait tout à fait la peine de pouvoir les recenser. Mais d'un autre côté, je pense que chaque école est différente et que chaque école est inscrite dans un paysage social différent également. Et les solutions qui ont été trouvées par l'une ne correspondront pas nécessairement aux solutions trouvées par l'autre. Et les acteurs auxquels une école peut faire appel vont être différents d'une implantation à l'autre également. Et c'est en ça, je pense que c'est une intelligence collective qu'il s'agit de mettre en avant et de faire en sorte que nous cherchions tous à partir de nos connaissances, dans l'environnement dans lequel on se trouve, d'essayer de voir quels sont les partenaires avec lesquels les uns et les autres pourraient s'organiser pour proposer des choses innovantes, récréatives, intelligentes et affectives au sein des écoles. Alors, évidemment, donc, il y a quand même quelques personnes évidemment du monde scolaire qui sont présentes. Et donc, il y a notamment le collège des AIF qui explique qu'eux, ils ont une cellule prévention harcèlement et que cette cellule développe notamment des espaces de parole. Oui. On parle aussi du Sacré-Cœur à Waterloo, où en fait, ils ont mis en place des activités no stress avec des acteurs du monde culturel. Et oui, et donc du coup, qui étaient aussi contents, comme tu le disais tout à l'heure, du coup, puisqu'ils n'ont pas de boulot, de retrouver du travail dans ce cadre-là aussi. Donc de s'associer à des acteurs comme ceux-là. Et une autre question qui a été posée, c'est que, oui, organiser des groupes de parole, possible au sein des écoles, mais que faire avec les élèves qui sont déjà en décrochage et qui ne vont plus à l'école, du coup? Eh bien, je pense effectivement que les écoles sont là aussi un acteur extrêmement important parce que ce sont les écoles qui arrivent à détecter les jeunes qui sont en décrochage. Ce sont les écoles qui se rendent compte que l'un ou l'autre jeune est absent et qu'il s'agit de s'en inquiéter. Et ce sont les écoles qui peuvent effectivement interpeller les autres services pour que nous puissions, à ce moment-là, aller à domicile. Il y a eu un renforcement au niveau des équipes mobiles également. Et ce sont des équipes qui peuvent venir prêter main forte à des lieux dans lesquels les jeunes montrent effectivement de la souffrance sans être nécessairement outillés que pour pouvoir y répondre. Alors, on pense bien entendu rapidement aux services d'urgence, on pense aux services de pédiatrie qui n'ont pas nécessairement de psy ni de pédopsychiatre, mais les équipes mobiles pourraient aussi être appelées en renfort au sein des établissements scolaires pour pouvoir faire une évaluation et un screening par rapport à des jeunes qui sont plus inquiétants ou d'être envoyés effectivement à domicile en collaboration avec d'autres équipes, bien entendu. Les équipes mobiles ne vont pas savoir tout faire, mais je pense effectivement qu'il serait extrêmement important qu'il y ait un recensement qui soit réalisé par rapport à tous ces jeunes qui ne sont plus présents dans les écoles pour que nous puissions effectivement aller chez eux et voir un petit peu, prendre de leurs nouvelles, s'inquiéter de leur situation et voir dans quelle mesure ils ont besoin d'aide eux aussi. Et là, c'est intéressant effectivement d'essayer de les regrouper au sein des maisons pour jeunes, au sein des AMO, pour leur proposer de nouveau un travail de relance, de résilience, puisque de toute façon, eux ne sont pas dans un groupe classe et qu'il serait effectivement très intéressant de développer les mêmes outils en dehors des établissements scolaires pour les jeunes qui n'y vont plus. Mais il s'agit néanmoins de les repérer et là, les écoles pourraient vraiment tout à fait nous aider. Alors, il y a d'autres personnes qui interviennent et qui expliquent qu'en fait, il y a certaines écoles, quand les élèves ne viennent plus, eh bien, les écoles donnent en fait aux éducateurs les moyens de venir les voir à domicile aussi. Donc, il y a quand même des choses qui s'organisent. Alors, un petit témoignage aussi. Bonsoir et merci pour votre témoignage qui permet de se rendre compte de l'urgence de la situation qui est de plus en plus critique. Votre discours m'a beaucoup émue. Je suis éducatrice sportive et la santé mentale de mes jeunes est toujours au centre de mes préoccupations. Il y a des messages qui arrivent en même temps. J'essaye en quelque sorte de construire un pont entre l'accompagnement scolaire dont les jeunes bénéficient à l'école et l'occasion de pouvoir se défouler et s'épanouir dans un club sportif. Ma question est la suivante. Quelle serait, selon vous, la place du sport dans le soutien, l'accompagnement psychologique des enfants en cette période difficile et celle qui suivra? Point d'interrogation.
Alors, effectivement, les cours de sport ont été complètement boycottés par les mesures sanitaires. Il n'y avait plus moyen d'organiser quoi que ce soit. Il y a des professeurs de gymnastique qui se sont résolus à donner des cours de théorisation aux élèves pendant les heures de gymnastique. Je pense effectivement que ce sont des espaces qui sont extrêmement intéressants à utiliser pour permettre justement de nouveau à faire des activités en groupe, des activités ensemble. Et je pense qu'on peut tout à fait respecter des mesures sanitaires en bonne intelligence, en arrivant néanmoins à soutenir le lien, le jeu, la parole, les prises d'initiative, la collaboration. Je pense qu'il y a vraiment un discours différent à avoir. Il ne s'agit plus d'attirer les jeunes sur les mesures sanitaires à respecter, mais d'attirer leur attention sur le repérage de l'un ou l'autre jeune qui irait mal au sein de leur groupe, d'être vraiment dans un esprit de bienveillance, d'oser effectivement signaler, se parler, se questionner, se poser se demander comment on va et de véritablement soutenir cette dynamique-là au sein des établissements scolaires. Et je pense que c'est vraiment une priorité sanitaire aussi, la santé mentale. C'est tout aussi important de se demander comment on va et de réellement y répondre que de faire attention à se désinfecter les mains ou porter le masque. Ok, alors encore d'autres initiatives. Donc au lycée Martin V, pour les jeunes qui reviennent d'une période d'hospitalisation, nous les accompagnons également de manière très rapprochée et personnalisée pour que le retour à l'école se passe au mieux. C'est aussi une énergie importante en fait qui est demandée, mais ils le font bien volontiers. Alors, je pense que c'est énormément d'énergie. Je pense qu'effectivement, le lien à l'autre prend beaucoup de temps. Nous savons ça bien entendu en pédopsychiatrie. Ce n'est pas pour rien que les consultations en pédopsie durent 1 heure. Ce ne sont pas des consultations qui se font en 10 minutes. Et je sais combien c'est énergivore. Et donc, je ne pense pas que ce soit uniquement au secteur de l'enseignement de porter ça. Il s'agit vraiment d'ouvrir les portes et de les collaborations à tout intervenant qui peut venir y apporter sa pierre. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas un discours qui doit être tenu exclusivement par les ministres de l'enseignement. Je pense que c'est véritablement au gouvernement aussi que de porter cette priorité. On n'a pas demandé au ministre de l'économie de décider quel secteur allait être fermé et d'en porter la responsabilité. Je pense que c'est un enjeu de santé et que cet enjeu doit être porté non seulement par les ministres de l'enseignement, mais également par l'ensemble du gouvernement et l'ensemble des acteurs. Alors, Sophie, il y avait aussi une question qui était posée, mais quid par rapport au supérieur en final, hein, et dans le supérieur, quels seraient les leviers d'action? Alors, le supérieur, c'est encore un contexte qui est totalement différent. Il y a des mesures qui sont prises. Je dirais que la particularité dans le supérieur, c'est aussi les enjeux en lien avec les aspects financiers en fait, que les étudiants du supérieur et de l'universitaire rencontrent. Ce sont des aspects qui sont en lien avec les bourses, avec le fait qu'on ne peut pas doubler plus de 2 fois lors des premières années et qu'il y a toute une série de choses qui vont devoir être adaptées plus spécifiquement à l'enseignement supérieur et universitaire. En plus, effectivement, des mesures qui doivent être prises pour accompagner ces jeunes et pour leur proposer des outils de résilience. Les jeunes qui sont en école supérieure et à l'université ont plus d'autonomie là-dedans. Donc, il y a des groupements qui sont faits, il y a des aspects collaboratifs qui se sont mis en place. Il y a les cercles étudiants qui ont essayé de maintenir le lien dans un premier temps. Maintenant, tous ces jeunes s'épuisent et donc il y a véritablement un soutien à apporter du côté des autorités académiques en matière de structure, de matériel, de financement, de règles à leur proposer. Mais on peut compter beaucoup plus qu'en secondaire sur les capacités d'organisation et de prise d'initiative au sein des collectifs des étudiants du supérieur et de l'universitaire. Donc, c'est encore une autre dynamique que ce qu'on rencontre dans le secondaire, où là, il s'agit beaucoup plus encore
de travailler en collaboration en fait avec les jeunes et leur laisser plus d'espace encore dans justement ce qu'ils ont envie de mettre en place et de les accompagner dans les initiatives qu'ils peuvent prendre qu'en secondaire. Maintenant, ceci dit, donner une place aux jeunes dans les idées et les demandes qu'ils peuvent avoir et qui correspondent à leurs besoins, c'est essentiel parce que la parole des jeunes n'a pas été du tout prise en considération depuis un an. Les mesures ont été prises sans qu'on leur demande leur avis, sans qu'il y ait de reconnaissance, sans qu'il y ait de remerciements, sans qu'il y ait d'excuses. Je pense qu'il est vraiment temps, effectivement, de donner la parole aux jeunes également. Alors, il y avait quelqu'un, hein, mais on répond, enfin, il y a déjà quelques réponses qui ont été données, hein, qui disait comment soutenir les enseignants qui veulent sortir du cadre scolaire habituel et rendre possible des projets alternatifs. On voit qu'il y a déjà des initiatives qui sont prises quand même dans certaines écoles. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Alors, Caroline Désir a essayé d'ouvrir le plus possible les possibilités. Donc, elle a rappelé qu'il appartenait effectivement à chaque école d'organiser la fin d'année, le programme scolaire, les examens éventuels de fin d'année. Voilà, chaque école est libre. Je pense qu'elle ne pouvait pas donner plus d'indicateurs que ça. Elle a vraiment ouvert les possibles. Elle donne la possibilité aux écoles de s'organiser comme elles l'entendent finalement pour cette fin d'année. Et je pense aussi qu'il est important que les écoles se réapproprient les initiatives qu'elles peuvent prendre et qui doivent être en lien avec leur pédagogie, avec ce qui les identifie aussi, ce qui fait sens pour chaque école. Je pense que le besoin d'appartenance est important à l'adolescence et ce qu'une école peut porter comme message dans sa spécificité par rapport à son projet pédagogique est quelque chose qui peut faire sens et qui peut faire lien et qui peut faire appartenance auprès des élèves également. C'est important pour des élèves de s'identifier en partie au travers de l'école qu'ils fréquentent. C'est une partie aussi de leur identité. Et donc, je trouve que c'est important que les écoles puissent effectivement soutenir cette identité au travers des activités et des projets qu'ils vont proposer à leurs élèves. Ceci dit, je pense que la première chose à faire est aussi de veiller sur les enseignants qui ont été particulièrement malmenés lors de cette crise de l'année qui vient de s'écouler. Il y a un corps professoral qui a été morcelé pendant la pandémie. Le fait de devoir donner cours en distanciel, de devoir se réinventer chacun de son côté, est quelque chose qui a fait éclater le corps professoral. Et donc, je pense que les professeurs, eux aussi, ont besoin de bienveillance. Eux aussi, ils ont besoin d'espace de parole. Je pense que si un prof n'a jamais assisté à ce genre de choses, le fait qu'on lui donne la possibilité de le vivre, de l'expérimenter, va le rendre évidemment beaucoup plus intéressé, sensible, ouvert à ce type d'outils une fois qu'il sera mis à disposition des élèves. Et donc, je pense qu'il est très important d'obtenir du gouvernement que des mesures sanitaires puissent être mises en place de manière humaine et bienveillante, tant pour les professeurs que pour les élèves dans les semaines qui vont venir. Interdire aux professeurs de se rassembler, par exemple, dans un local pour pouvoir, en ouvrant les fenêtres, en portant les masques, avec tout ce que vous voulez comme mesure, mais leur interdire de faire ça et leur interdire de se retrouver, de se parler et de pouvoir échanger les uns avec les autres, c'est aussi une méconnaissance finalement des besoins des profs et ne pas répondre aux besoins des professeurs va se répercuter automatiquement sur la manière dont ils vont enseigner, va se répercuter évidemment sur la manière dont les élèves seront accompagnés. Et donc, il y a vraiment un climat de bienveillance, d'ouverture et d'intelligence collective à soutenir à partir de maintenant. Alors, d'autres choses. Donc, juste une petite information, les conditions d'octroi des bourses d'études ont été réévaluées, les échecs répétés ne sont plus un critère de refus. Formidable, je suis enchantée de l'apprendre, merci. Alors, comment, en final, le PMS, il est associé dans les initiatives des écoles, hein, donc, on entendait le projet COSI, on entendait le projet No Stress. Eh bien, ça, je ne peux pas y répondre, évidemment, ce ne sont que les écoles qui pourront, à la limite, y répondre dans le petit chat. Alors, ce qui se passe au sein des PMS, qui est bien connu, j'ai envie de vous le transmettre, qui est bien connu de la Task Force pédiatrique,
C'est l'utilisation qui a été faite jusqu'à présent des PMS pour faire le travail de tracing. Ça leur prend énormément de temps et ce n'est plus aux PMS de faire ça. Ils ont des tâches plus importantes à remplir à partir de maintenant. Et donc, sachez qu'en tout cas, il y a un discours qui est relayé auprès des ministres et des pouvoirs organisateurs pour permettre aux agents PMS de retrouver un travail qui est essentiel à l'heure actuelle. Ce n'est pas eux à s'occuper de ce genre de choses, quand on sait que dans le reste de la population, dans le reste de la société, on ne demande pas aux organismes, enfin aux entreprises d'organiser le tracing. Il n'y a pas de raison que dans le milieu scolaire, ce soit au PMS de porter cette tâche-là en plus du reste. Ce serait visiblement les PSE qui s'occupent du tracing et pas les PMS. D'accord. Voilà. Je lis en même temps dans le chat. Et donc, visiblement, le PMS, en tout cas dans le projet phare à Martin 5, a été associé au projet. Et il y a des tâches qui ont été réparties dans le déroulement du projet. Alors, il y a d'autres questions qui sont là. C'est comment aider les parents, en fait, qui sont confrontés à leur jeune qui se dit épuisé, qui ne veut plus aller à l'école. Parents qui croient que le garder à domicile va l'aider et se retrouvent prolongés dans cette situation car elle empire au lieu de s'améliorer pour phobie, désintérêt pour les apprentissages. Oui, effectivement, quand j'ai des jeunes qui arrivent chez moi avec leurs parents en demandant un certificat médical pour pouvoir rester à domicile, ce n'est pas quelque chose que je tends à valider parce que ça ne va faire en général qu'empirer les choses. Ces jeunes ont véritablement besoin effectivement de garder leurs contacts sociaux. Maintenant, parfois, effectivement, il y a un stress scolaire qui est bien présent. Et je vous avoue que j'ai déjà fait maintenant des certificats médicaux pour des jeunes qui refusaient de continuer à aller à l'école parce que la perspective des interros qui les attendaient n'était pas trop stressante et à l'origine, effectivement, des phobies qu'ils développaient, eh bien, je leur permettais, effectivement, par certificat médical, d'aller à l'école. C'était extrêmement important pour leur santé mentale, tout en ne participant plus aux interrogations, voire même aux examens. Nous sommes prêts, en tant que pédopsychiatres, à faire ce type de certificat et ça marche. Ces jeunes retournent à l'école, ils n'ont plus de phobie scolaire, ils ont un seuil d'angoisse qui diminue fortement. Et donc, je pense qu'il y a vraiment de la bienveillance à avoir par rapport aux demandes que les jeunes peuvent exprimer. Je sais bien que c'est d'habitude pas quelque chose qu'on accepte. On est dans un cadre et un contexte qui est tout à fait particulier. Et si je peux éviter de médiquer un jeune parce qu'il a des troubles du sommeil ou parce qu'il est bouffé d'angoisse en lui proposant d'aller à l'école sans devoir présenter les interros, eh bien, je le ferai. Ok, alors, pour complexifier les choses, ça dépend en fait, je ne sais pas si c'est le cadre en tout cas, mais donc dans l'enseignement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, les PMS font aussi visiblement, oula, ça défile, font aussi allez, comment Du tracing. Voilà, du tracing. Oui, oui, oui. Alors, il y a encore plein de questions, hein, Sophie, mais on va essayer de répondre au mieux avec toi. Alors, il y a quelqu'un que je connais bien qui pose cette question. Les écoles sont en première ligne. Comment concilier l'intention politique de positionner la santé mentale dans la première ligne pour la prévention, détection et intervention précoce et les écoles? Pratique inspirante, point d'interrogation. Comment modéliser les collaborations intersectorielles et leur qualité à ce sujet? Alors, je ne pense pas qu'il y ait moyen de fort modéliser les choses. Je ne pense pas qu'il y ait moyen de pondre une procédure qui soit compatible avec toutes les écoles et tous les tissus dans lesquels elles s'inscrivent. Je pense que vraiment, ce qu'il s'agit de revendiquer de la part de nos gouvernants, c'est d'avoir la possibilité que les initiatives nous reviennent, que les initiatives reviennent enfin au terrain. C'est nous qui connaissons les écoles, les élèves, les collaborations possibles. Je pense qu'il y a vraiment une attention à avoir et que les choses soient possibles, mais il est important aussi que ce soit le terrain qui se mobilise et qui prenne les initiatives de collaboration. On a bien vu combien notre gouvernement était peu efficient dans les prises d'initiative. Je vous signale quand même que depuis le début de la pandémie, ce n'est pas le gouvernement qui a créé les tests salivaires, ce n'est pas le gouvernement qui a modifié des usines et des lignes de production pour produire des masques en interne à la Belgique. Et ce ne sont pas les gouvernements non plus
qui ont créé la task force pédiatrique. C'est une émergence spontanée de la part des pédiatres qui se sont inquiétés au début de la pandémie de voir combien effectivement le taux de mortalité était important et se sont inquiétés des répercussions que cela pouvait avoir sur le monde de la santé, sur les enfants, et d'essayer de comprendre le plus vite possible comment ce virus se transmettait. Ils se sont mis au travail très rapidement et c'est un groupement spontané qui est à l'origine de la task force pédiatrique. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a mis en place. Le gouvernement, il utilise les idées qui viennent du terrain. Il est en demande justement de trucs, astuces, propositions, etc. Alors, il ne les valide pas toujours, il ne les suit pas toujours. Le GEMS et la task force pédiatrique étaient tout à fait en accord pour demander à ce que les écoles restent ouvertes avant les vacances de Pâques. Tous les experts allaient dans le même sens. Et malheureusement, le Codeco a néanmoins décidé de fermer les écoles. Donc, on n'arrive pas toujours, évidemment, même en faisant remonter les informations, à obtenir que nos ministres les suivent, parce que je pense qu'il y a des lobbies derrière qui sont très importants et que nous payons malheureusement dans le secteur de l'enfance, de l'adolescence et de l'enseignement le prix du maintien des écoles ouvertes par rapport à des coiffeurs, de l'ORECA, d'autres métiers qui effectivement ont dû fermer. Et je pense qu'il y a une pression effectivement à être à la hauteur en termes de rentabilité, hein, puisque les écoles sont restées ouvertes, eh bien elles se doivent d'être rentables et d'arriver effectivement à rendre des chiffres finalement qui justifient le fait d'être resté ouvert. Je pense qu'on est un petit peu dans cette mentalité malheureusement un peu néolibérale qui met la pression et qui rend finalement les attitudes parfois inhumaines. Mais voilà, on essaye effectivement de faire remonter les informations, mais je pense qu'il appartient véritablement au terrain d'être dans l'association, la créativité et les propositions et les initiatives. Il ne faut pas attendre de notre gouvernement qui nous dise comment faire, et je ne pense pas que ce soit avec des procédures que les choses puissent se mettre en place. Je pense que c'est un esprit à comprendre. Alors, il y a par rapport aux étudiants, hein, on parle donc que les problèmes financiers des jeunes du supérieur se sont aggravés. Et Oui. en plus de faire face à la crise sanitaire, à l'enseignement à distance, au décrochage, à la dépression, à la peur de l'avenir, à l'isolement social, ils sont confrontés à la précarité grandissante. Le fait de perdre un job d'étudiant, de ne plus pouvoir payer le loyer du COT, de ne plus pouvoir se nourrir est dramatique. Tout à fait. Et malheureusement, il y a des aides financières qui ont été débloquées pour leur venir en aide, mais nombre d'étudiants, d'abord, ne le savent pas. L'information diffuse mal, d'une part, et d'autre, parce qu'il n'y a plus de tissu social. Hein, les adolescents, enfin les étudiants, pardon, ne sont plus en contact les uns avec les autres comme ils pouvaient l'être par le passé. Les informations diffusent moins, même sur les réseaux sociaux, à ce sujet. Et puis d'autre part, il y a une honte aussi à aller demander de l'aide financière. Alors, je viens d'apprendre que le gouvernement a décidé de faire sauter le plafond des heures que l'on peut prester en préservant son statut d'étudiant. Je trouve que c'est une mesure qui est discutable. Ça ne leur coûte pas un rond. Ça permet à des jeunes de travailler plus encore alors qu'ils sont épuisés dans des secteurs qui n'ont pas encore ouvert et en sachant effectivement qu'il y a pénurie de jobs étudiants. Toutes les entreprises, tous les secteurs qui employaient auparavant des étudiants ne vont pas rouvrir, on le sait bien. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu du vent. C'est intéressant d'un point de vue politique, mais je ne suis pas sûre que ce soit la solution à proposer à nos jeunes. Alors, il y a eu quelques merci aussi au début, avant que les questions n'arrivent en flux. Il y a eu beaucoup de merci pour la parole que tu as pu tenir, Sophie. Et donc, encore un Merci. merci ici qui est là. Hein. Merci pour votre parole qui a permis de faire émerger une autre vision de la crise sanitaire et ramener le bien-être psychique à l'avant-plan. Il reste hélas beaucoup de chemin à parcourir, mais saluons toutes les initiatives, grandes et petites, qui ont donné un peu d'air et de perspective à nos jeunes. Merci.